Bonjour à tous et bienvenue à l'Histoire en bref. Aujourd'hui, je vous parle d'Alexander Mackenzie et de sa fameuse malheureuse loi sur les Indiens. Avant de parler de la loi qui a mis en action les horribles pensionnats autochtones, on va parler de l'homme derrière la loi, Alexander Mackenzie, deuxième premier ministre du Canada. Donc, on parle d'Alexander Mackenzie, à ne pas confondre avec l'explorateur du même nom, qui était un commerçant de fourrure un petit peu avant le 19e siècle. Ce sera le premier premier ministre libéral du Canada de 1873 à 1878. Il vient aussi d'Écosse comme Johnny MacDonald. Il est né le 28 janvier 1822. Alexander va arriver au Canada-Ouest en 1842. Il va émigrer en fait de l'Écosse. Il déménagera en premier lieu à Kingston, mais lorsque sa famille va venir le rejoindre, ils iront s'installer à Sarnia, au Canada-Ouest, qui est maintenant en Ontario. Mackenzie va s'intéresser à la politique dès son arrivée dans le Canada-Ouest. Il est surtout attiré vers le mouvement réformiste et égalitaire. C'est un peu ironique par rapport à la loi qu'il va créer en 1876, mais on en parlera un petit peu plus loin. Il travaillera entre autres sur l'élection de George Brown, qui était le chef du Clear Grit Party à l'époque, en 1851. Il changera de travail dans les années 50 et se tournera vers l'éditorialisme, plus précisément pour le quotidien Lambton Shield, qui est reconnu pour son inclinaison réformiste. Il sera élu à l'Assemblée législative de la province du Canada en 1861. Il sera évidemment pour la Confédération en 1867 et il sera élu dans la toute nouvelle Chambre des communes à Ottawa. Il siégera en même temps à l'Assemblée législative de l'Ontario ainsi qu'à Ottawa dans la Chambre des communes, ce qu'on appelle la double représentation. En fait, la double représentation, le double mandat, ça désignait les hommes politiques qui siégeaient tant à l'Assemblée législative de leur province qu'à Ottawa dans la Chambre des communes. En fait, aucun article de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique n'empêche le double mandat. Avec l'Acte d'Union de 1841, il n'y avait qu'un seul Parlement dans la province du Canada. On n'avait donc pas cette problématique-là. La responsabilité sera donnée aux provinces de rectifier le fait. En fait, ce sera les provinces à partir de 1867 qui aboliront le double mandat. Ce sera les provinces des Maritimes qui seront les premières à abolir le double mandat. En fait, directement en 1867, ils vont abolir ça. En Ontario puis au Québec, on va être un petit peu plus tranquille. Ça sera en 1872 que ça sera aboli en Ontario. En 1873, même s'il n'y a eu aucune course à la chefferie pour le Parti libéral du Canada, Alexander Mackenzie deviendra le nouveau chef. En novembre 1873 arrivera le fameux scandale du Pacifique du gouvernement MacDonald. Donc, je vous expliquerai pas en profondeur ce que c'est puisque je l'explique déjà dans ma vidéo de Johnny MacDonald. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un scandale de corruption et de collusion en lien avec le gouvernement et le chemin de fer canadien Pacifique. Bref, c'est assez grave pour que le gouvernement de MacDonald au complet démissionne. À ce moment-là, dès novembre 1873, le Parti libéral et Alexander Mackenzie vont prendre le pouvoir. Alexander Mackenzie est vu comme un homme assez intègre et mystérieux. Bon, vu par les hommes blancs de l'époque, j'imagine. Mystérieux pourquoi? Ben, contrairement à Johnny MacDonald, qui était le seul exemple de premier ministre à l'époque, il n'était pas aussi flamboyant, il n'aimait pas les bains de foule, il n'aimait pas les apparitions publiques non plus, et il n'aimait vraiment pas la pression venant de son cabinet et des lobbyistes. Les lobbies, en fait, c'est des groupes de gens qui représentent des intérêts collectifs et qui vont faire de la pression auprès du gouvernement. Il n'aimait tellement pas les gens, Alexander Mackenzie, que, selon Laura Payton de CBC, entre 1873 et 1878, il va se faire construire un bureau dans l'édifice de l'Ouest qui sert habituellement à la fonction publique, mais qui, aujourd'hui, abrite la Chambre des communes en attendant les rénovations dans l'édifice du centre. Dans ce bureau, il va se faire construire un escalier pour tout simplement s'évader du Parlement. Dans son article, elle mentionne qu'il y avait un escalier en spirale secret dans son bureau pour pouvoir fuir les lobbyistes et les membres de son caucus et même des membres de son propre cabinet qui ne le laissaient pas tranquille. Pauvre petit Mackenzie. Donc, Alexander Mackenzie, on va commencer avec les choses positives de son mandat.
Premièrement, il y aura la loi électorale de 1874 qui sera créée. En fait, avant 1874, le vote populaire devait être fait oralement. Je sais vraiment pas comment ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, évidemment, on regarde ça et ça nous fait un peu rire. La loi de 1874 va mettre en place le vote secret pour les élections fédérales. Il va aussi enlever le droit de vote aux juges qui sont nommés par le gouvernement fédéral parce qu'on pense que ça pourrait inciter les juges à faire des choix qui sont politiques au lieu d'être impartials comme ils doivent le faire habituellement. En 1874, il va créer le Collège militaire. La mission du Collège royal militaire du Canada, en fait, c'est une université militaire qui, selon son site web, sa responsabilité, en fait, est de former, instruire et inspirer des leaders bilingues, éthiques et aptes à servir les forces armées canadiennes et le Canada. De plus, Alexander Mackenzie est connu pour sa création de la Cour suprême du Canada. La Cour suprême va voir le jour en 1875 et aura sa première audience le 17 janvier 1876. Il créera aussi le Bureau du vérificateur général. En 1878, le Parlement canadien va établir le Bureau du vérificateur général du Canada, qui sert en fait de bureau indépendant du gouvernement et fait un rapport sur le contrôle des dépenses publiques fait par le gouvernement ou par les organismes financés par le gouvernement ou par les fonds publics. Voici à quoi ressemble leur site web et les différents types de rapports que vous pouvez y trouver. Je le sais, il y en a sûrement qui se disent présentement « Bah là, j'espère que le bureau du vérificateur général est sur Instagram parce que sinon ça n'existe pas. » Eh bien oui, vous avez raison, il est là, donc j'imagine que ça existe. Imaginez comment ça doit être palpitant à suivre le bureau du vérificateur général sur Instagram. Come on, abonnez-vous en grand nombre, c'est ce que Alexander Mackenzie aurait voulu. Maintenant qu'on a parlé de ses accomplissements, on va parler de la loi sur les Indiens. La première loi impliquant les nations autochtones, ça date en fait de la proclamation royale de 1763. Et oui, la fameuse proclamation qui mettait fin à la guerre des 7 ans. En 1850, dans l'Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada, si seulement c'était une blague, on va mentionner pour la première fois la différence entre un autochtone ou un non-autochtone. C'est en 1876 que sera adoptée la loi sur les Indiens. En fait, c'est la combinaison de deux lois qui existaient déjà auparavant. Donc, c'est la combinaison de l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette province et l'acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des sauvages. Épouvantable. La loi sur les Indiens a pour but clair d'assimiler les Premières Nations. Genre, on le cache même pas, là. La loi sur les Indiens donnera beaucoup de pouvoir au gouvernement canadien. En fait, on est vraiment dans une phase de paternalisation et d'assimilation des populations autochtones. Même si cette loi fut adoptée en 1876, plusieurs interdictions viendront s'ajouter par la suite. Dans cette loi, on va introduire les malheureusement fameux pensionnats autochtones que j'aborderai bientôt dans une vidéo indépendante parce que c'est beaucoup trop gros pour ajouter dans cette vidéo-ci. On va aussi créer des réserves ou des territoires qui sont réservés aux Premières Nations, sans leur donner accès à être propriétaires de leurs terres, par exemple. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement ou la couronne reste toujours propriétaire des terres des réserves. Donc, même si on leur donne des réserves, en fait, on leur donne rien, parce que dans la loi sur les Indiens, on se garde le droit de bouger ou de reprendre les réserves si le gouvernement en ressent la nécessité. Peu importe ce que ça veut dire. On va empêcher la vente d'alcool et de munitions aux nations autochtones. On va interdire l'entrée dans les salles de bal aux Premières Nations. On va interdire les Premières Nations de parler leur langue maternelle. On va interdire aussi les danses publiques, les powwows, les stampedes ou les spectacles culturels dans les nations de l'ouest du Canada. On va déclarer tous les événements culturels comme les potlatches interdits. Évidemment, on va enlever le droit de vote, tant qu'à être rendu là. Petite parenthèse ici, on n'enlève pas le droit de vote tout simplement parce que les peuples autochtones sont considérés comme des enfants de l'État. Donc, ils ne sont pas en âge d'avoir le droit de vote. Ce qui veut dire que c'est pour ces raisons-là qu'il y a plusieurs règles ou lois qui ne sont pas écrites dans la loi sur les Indiens parce qu'ils sont comme sous-entendus puisqu'ils sont considérés comme des mineurs et des enfants de l'État. On va créer des permis spéciaux pour les Premières Nations pour la vente avec les fermes, ce que l'on fera évidemment pas avec les autres.
Écoutez ça, en 1925, on va même ajouter un amendement de la loi pour interdire le droit aux Premières Nations de poursuivre le gouvernement sans la permission du gouvernement. Hey, c'est complètement ridicule. Il y aura quelques modifications qui seront faites avec le temps sur la loi, évidemment. Là. Bon, même si le mal est déjà fait, on va commencer à réformer la loi aux alentours de 1951. Il y aura beaucoup d'autres revendications jusqu'à aujourd'hui. C'est clair que cette loi-là n'a pas bien vieilli. Surtout avec un nom aussi discriminatoire et franchement ridicule, sérieusement. Sérieusement, ça fait au moins 400 ans qu'on sait qu'on n'est pas en Inde. Là. Ce serait peut-être le temps qu'on se réveille. Plus que je recherche sur la loi sur les Indiens, plus je réalise comment que c'est complexe et que ça s'est complexifié avec le temps. Avec le flop du livre blanc de Pierre Elliott Trudeau en 1969, ça aussi, je risque d'en parler dans une vidéo complète parce que ça vaut la peine. En fait, il voulait juste abolir la loi sur les Indiens, mais il faut pas oublier que dans cette loi-là, il y a des droits qui sont importants aux peuples autochtones, comme les droits de chasse et les droits de pêche dans leurs réserves, et que les peuples autochtones voulaient conserver. Cependant, c'était hors de la table des négociations, selon Pierre Elliott Trudeau. Par exemple, le problème des Indiens, qui est un problème très grave et un problème extrêmement compliqué. Il faut faire comprendre aux Canadiens, et singulièrement aux Indiens eux-mêmes, qu'il faut un choix. Alexander Mackenzie est loin d'être le seul responsable pour cette loi-là. Même si son gouvernement a adopté la première version, le paternalisme autochtone n'était pas nouveau en 1876. Donc, en résumé, la loi sur les Indiens ou la loi sur les sauvages, communément appelée à l'époque, représente une grosse tache sur l'histoire canadienne. Faut pas oublier que c'est à cause de cette loi-là qu'on va avoir plusieurs autres lois discriminatoires qui vont arriver plus tard, dont les pensionnats autochtones, que je reparlerai dans une autre vidéo. Bon, si on revient à Alexander Mackenzie, en 1878, il va perdre ses élections contre nul autre que John A. Macdonald, qui reviendra en force avec son parti conservateur. Les raisons, Alexander Mackenzie n'a pas tenu sa promesse de terminer le chemin de fer canadien-pacifique. Les finances du gouvernement ne sont pas vraiment bonnes non plus, ou elles sont mauvaises depuis 1866, qui est la date de la fin du traité de réciprocité avec les États-Unis. Le Canada est tout nouveau, a vraiment des difficultés à compétitionner avec son voisin du Sud. Donc, Macdonald veut revenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va promettre à tous ceux qui ont le droit de vote, les hommes propriétaires de 21 ans, qu'il va protéger les entreprises canadiennes et c'est ce qui va vraiment convaincre la population de voter pour lui. Mackenzie sera quand même réélu dans sa circonscription de Lambton en Ontario en tant que député libéral. Il restera le chef du Parti libéral jusqu'en 1880. Là, il sera remplacé par Edward Blake, qui a été le premier ministre de l'Ontario de 1871 à 1872. Alexander Mackenzie, à la fin de sa carrière, va fonder une firme d'assurance vie et il va devenir le premier président de la North American Life Insurance Company, qui fut la première compagnie à offrir une assurance vie aux femmes en 1918. Bon, une autre affaire, un fait historique déconcertant à la fois, s'il vous plaît. Il continuera de siéger dans la Chambre des communes jusqu'à sa mort le 17 avril 1892. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé d'être le plus bref possible, mais bon, évidemment, je m'embarquais dans un gros morceau avec la loi sur les Indiens. Il y a une très grande possibilité qu'elle revienne assez souvent, puisque je vais parler de plusieurs amendements qui ont été faits au travers de ça, en parlant des pensionnats autochtones et en parlant évidemment du livre blanc de Pierre Elliott Trudeau. N'hésitez pas à commenter, à partager, à ajouter un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, c'était Kevin pour l'Histoire en bref.